Nous avons à revoir complètement notre cadre stratégique parce que nous avons une première urgence sur le plan politique. C'est de nous redonner une lecture claire de la situation. Et ensuite, évidemment, de nous attaquer à une critique féroce et impitoyable des coûts du revenu. Parce que ces coûts sont quotidiens. Ils sont maintenant. Et pendant qu'on fait des reportages niaiseux en plantant une caméra dans une salle d'urgence pour voir une mère éplorée qui est une petite fille qui a les oreillons, la vérité, c'est que le financement fédéral du système de santé, il est passé en 20 ans de 50 à 14-15 %. C'est ça la vérité. Alors là, on aura beau faire les contorsions qu'on voudra dans le système, nous acceptons une situation d'impuissance. Nous acceptons les réductions unilatérales, nous acceptons de ne plus avoir de pouvoir même sur ces décisions-là, et nous tolérons le fait que nos élites soient à ce point inconditionnelles du Canada, ou si vous voulez l'art, c'est la même chose, totalement, que on va faire semblant de discuter pour de vrai sur de mauvaises bases, sur des bases qui ne tiennent pas la route. Alors, il faut donc revoir notre contexte politique réel, ce qui nous donne une toute autre lecture de la conjoncture. Le débat sur les pipelines, il va peut-être faire permettre de comprendre que, en vérité, le Québec ne contrôle plus rien sur l'organisation de son territoire. Il ne contrôle pas le trafic aérien, il ne contrôle pas le trafic portuaire, il ne contrôle pas le trafic ferroviaire, il contrôle à peine le trafic routier. S'imaginer qu'on peut faire du développement économique en fonction de nos intérêts, quand on ne contrôle pas ces leviers-là, c'est se conter des histoires. La preuve de ça, il va y avoir du pétrole sale qui va circuler sur nos chemins de fer. Il y a du pétrole sale qui va être stocké à Sorel-Tracy. Il y a des pétroliers qui vont menacer la réserve du lac Saint-Pierre, réserve de la biosphère. Il va y avoir un port en eau profonde. Si ce n'est pas en Capitole, ça va être un peu plus bas sur la côte. Et pendant ce temps-là, les Québécois vont s'occuper à débattre d'une politique d'austérité. Ils vont s'occuper à dire que pour ne pas faire de chicane avec Ottawa, et pour être réaliste pour que les solutions comptables apparaissent dans la gestion des finances provinciales, bien, il va falloir brûler quelques meubles. Alors, les meubles, là, on a commencé à les brûler, les CPE, les instances de délibération publique, les conférences régionales des CND, tout ça, et ça ne fait que commencer. Il y en a encore pour 1 milliard, sûrement fois 2. Donc, pour l'instant, il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas penser que le renouvellement de la culture politique dans le mouvement indépendantiste va se faire seulement sur une revision des manières de faire. Là-dessus, Jacques Parizeau a parfaitement raison. C'est un champ de ruines. C'est un vrai champ de ruines. Parce qu'il ne reste que des lambeaux de rhétorique et il n'y a plus de cadre stratégique. Et là, on les voit tous, là, c'est le cynisme et sinistre aussi. Discours, référendum, pas référendum, la date, le calendrier, pressé, un peu pressé, modérément pressé. Tout ça sans référence à la critique du régime. Ça s'appelle jouer de la musique sur le pont du Titanic. La vérité politique du Québec, elle n'est pas là. Tant qu'on ne raccordera pas
le mouvement indépendantiste à la vérité de sa véritable situation dans le régime canadien, nous n'aurons pas d'efficacité politique. Nous acceptons que les chômeurs soient exclus du système auquel ils sont tenus de payer. Nous acceptons que ces chômeurs-là soient condamnés à l'indigence parce que des néocons à Ottawa ont décidé qu'ils nous imposeraient une politique néolibérale victimisant les pauvres et les chômeurs. Bien, nous acceptons à ce moment-là de ne pas penser notre stratégie économique. Nous acceptons de ne pas penser le contrôle sur nos finalités sociales et économiques. Mais, comme je peux peut-être toujours le dire, en revenant le titre d'un recueil de poèmes de Roland Giguère, extraordinaire, paru dans les années 50, le défaut des ruines, c'est d'avoir des habitants. Alors, donc, c'est vrai que le mouvement est en ruine, mais ces ruines-là sont habitées et qu'il n'en appartient qu'à nous, justement, de reprendre le contrôle de l'agenda politique et de nous attaquer avec rigueur, intransigeance et détermination à la redéfinition. On ne doit plus tolérer les mollassons et les fumistes. C'est assez. Et nous sommes dans une conjoncture qui est sans équivalent depuis l'acte de l'Union. Jamais le Québec n'a été à ce point dépouillé de ses capacités d'intervenir dans le cadre politique qui l'encarcade. Alors ça, c'est une vision qui n'est pas jovialiste des choses. C'est sûr que ça n'agrémentera pas le mémérage des bonimenteurs à Radio-Canada, mais c'est la vérité. Et cette vérité-là, elle a un coût. Et ce coût se traduit par l'accroissement des inégalités sociales, se traduit par une détérioration grave de notre économie. Écoutez, 160 000 emplois disparus au cours des 10 dernières années parce qu'on est coincé avec un dollar fort, parce que le Canada est un pétro-État qui est disposé à nous le faire payer. Alors, à ce moment-là, nous allons devoir bien comprendre que si nous acceptons de souscrire à cette philosophie politique qui se prétend pragmatique, mais qui nous demande de nous soumettre à la réduction de nos moyens, nous accélérons l'effet politique du régime qui est celui de détruire notre capacité de cohésion nationale. C'est ça qui est en jeu dans le programme d'austérité des libéraux. Et ils en sont, eux, fiers et contents parce qu'ils sont, eux, passés de l'autre bord. Nous ne sommes plus une nation pour les libéraux. Nous sommes un sous-ensemble de la nation canadienne. Et quand Philippe Couillard se laisse aller à un peu de lyrisme, il est assez proche de nous dire ouvertement. Donc, il faut que nous définissions notre potentiel de mobilisation, à la fois, bien sûr, sur notre identité nationale, sur notre expérience historique, mais sur le refus de l'impuissance consentie. Il faut sortir de ça. Et puis, pour sortir de ça, il faut que nous fassions une lecture commune et il va falloir inévitablement forcer le feu. Forcer le feu des partis politiques, forcer le feu de l'opinion publique. Et pour ce faire, je vais commencer à évoquer cet aspect qui est au fond la suite de ce texte, c'est qu'il va falloir que nous travaillions à unir ce que le régime sépare, à commencer par la définition de la situation. Nous allons donc devoir développer un corps de propositions politiques dont la cohérence va nous apparaître à tous comme essentielle à la vie et au développement de la nation québécoise. C'est un peu plus large qu'un débat sur la charte de la laïcité. Ce que ça veut dire, c'est une véritable doctrine de l'intérêt national. Parce que maintenant, tous les repères nous sont brouillés.
Tous les repères sont brouillés. Et ces repères-là sont brouillés délibérément par le régime lui-même, qui ne néglige rien pour nous conduire une guerre psychologique de tous les instants, pour saper tous les référents nationaux du Québec, mais également aussi par de puissants relais d'inconditionnels qui définissent maintenant une proposition qui, ailleurs dans le monde, ferait rigoler, mais qui nous propose ici que la minorisation serait la meilleure avenue de développement. Allez dire ça aux Kurdes, allez dire ça aux Catalans, allez dire ça aux Écossais, aux Basques, allez dire ça à tous les autres peuples qui, dès qu'ils ont eu une occasion de sortir des carcans derrière le mur soviétique, en ont profité. Eux savent que c'est pas vrai qu'être minoritaire est une avenue de développement. Nous, on va arrêter de laisser dire des niaiseries comme ça. On va les pourfendre, les pourchasser sans relâche. Et nous allons nous attaquer collectivement. Ça n'arrivera pas du premier coup, ça n'arrivera pas sans travail, à l'élaboration d'une véritable doctrine de l'intérêt national pour bien faire comprendre que l'indépendance, c'est une conquête. C'est une vraie conquête. C'est pas un mouvement d'opinion. C'est pas une campagne de sensibilisation. C'est pas une pétition. L'indépendance est une conquête sur les instruments qui nous font, qui nous permettent de faire valoir notre intérêt national. Encore faut-il que nous le percevions, cet intérêt national. Hein? Et puis pour le percevoir, il faut une lecture claire du régime et il faut rompre avec cette part de nous-mêmes qui nous rend si à l'aise dans la politique des lamentations et qui nous donne un sentiment de délectation tellement grand quand on a des facsimilés de l'histoire. Hein? Il y a combien de gens qui pensent que c'est réglé l'affaire des Bibliques parce que Pépina est un site qui a été temporairement écarté? Hein? Alors, c'est pas une victoire. C'est pas une victoire. Ça, c'est un revers temporaire infligé à nos adversaires, mais ce n'est pas une victoire. Il faut nommer les choses correctement. Donc, si l'indépendance est une conquête, bien, ça nous prend un programme politique qui va être centré sur une politique de rupture. Donc, rupture avec soi-même pour en finir avec la politique des lamentations, mais rupture avec le répit, parce que, bien entendu, si nous pensons qu'il y a moyen de moyenner, bien, nous intériorisons les contraintes. Et c'est essentiellement ce qu'est la politique québécoise depuis les 20 dernières années. Plus personne ne revendique de casser les contraintes. On se chicane, on pense qu'on fait un débat essentiellement sur les moyens, plus ou moins inconfortables, d'intérioriser ces contraintes-là. Le Québec, là-dessus, a régressé d'une manière spectaculaire. Dernier exemple, le débat lamentable sur Radio-Canada. Le Canada n'en veut plus, ça ne l'intéresse pas. Il n'en veut plus. Le fédéral cherche les moyens d'asphyxier ça, c'est pas pour ça. Nous, là, on n'a pas à se battre pour que Radio-Canada existe. C'est un instrument qui est tourné contre nous. Il faut se raccorder avec notre revendication historique. C'est de dire que le fédéral n'a pas d'affaires là-dedans. C'est une responsabilité du Québec. Alors, en 70, là, dans les années 70, le débat sur la culture et les communications, il portait sur le contrôle de ces instruments-là. Et là, on signe des pétitions pour que les comptables d'Ottawa ne baissent pas trop fort sur le crayon d'incompression en Radio-Can. Non, mais là, écoutez, il faut se voir aller. Ça, c'est... On est complètement sur le terrain de l'adversaire. Donc, il faut casser, vraiment, casser ce rôle-là. Et en finir avec les dérives dans lesquelles ça nous entraîne
Et ces dérives-là sont en train de faire ressurgir de façon assez spectaculaire le sentiment d'insécurité minoritaire. Les réflexes de dire « il faut qu'on se protège ». Non, c'est pas ça qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est au contraire, il faut prendre et prendre les risques, non pas se protéger. On n'a rien à gagner à se défendre d'exister. Nous n'avons rien à gagner à nous justifier de vouloir être ce que nous sommes. Essentiellement, ce que nous avons à dire, c'est qu'on ne se mettra pas à se chercher des niches pour se mettre à l'abri des vicissitudes que nous impose le régime. On va le casser, on va en sortir. C'est un changement de paradigme politique et c'est une grosse réforme. Je pense qu'on est capable de le faire. Je pense que ça urge, mais on ne sacrifiera pas à la précipitation. On va le faire correctement et l'avenir dure longtemps. Merci. M. Laplante, Mme Baudin. Il nous reste environ 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre au micro là, de chaque côté de la salle ou encore poser la question de votre place si vous avez pas de voix. Donc, il nous reste environ une dizaine de minutes. Je suis pour la souveraineté depuis le MSA au moins, mais dans vos arguments, il y a un certain nombre de données qui ne me semblent pas reliées à la question de si le Québec doit être indépendant du Canada ou non. Par exemple, quand Paul Martin a décidé d'enlever 1 milliard pour la santé, c'est 1 milliard sur 4 milliards. Tous les autres provinces ont eu à subir le même coût. Pour l'assurance chômage, dont les pires coups ont été faits par Paul Martin, je crois aussi, là, ça, les chômeurs du Nouveau-Brunswick, là, et ils ne sont pas reliés au problème de l'indépendance du Québec, ils ont subi un coup. Alors disons que cette amalgamation de décisions politiques, il y a des gouvernements qu'on peut trouver bons, puis d'autres qui sont mauvais, là, et la question nationale, il me semble que c'est deux choses différentes. Si on les met ensemble, c'est un peu mélange. Alors, les gouvernements canadiens sont tous mauvais pour nous. Tous. OK? Alors, ils le sont plus ou moins. Ils le sont tous. Le Canada, ce qu'il fait quand il fait sa réforme de l'assurance chômage, il s'organise en fonction de ses valeurs et des courants démocratiques qui s'exercent au Canada. Nous ne pouvons d'aucune manière les faire valoir. Si le Canada décide de réorganiser la Caisse d'assurance-emploi, nous, on casque, point à la ligne. Il y en a d'autres qui casquent au Canada, mais c'est leur problème. Il faut véritablement accepter de nous poser dans un rapport d'altérité. Le Canada, c'est un pays étranger occupant. Bon, c'est simple. Okay? La Charte canadienne des droits et libertés, c'est le code d'un coup d'État. Ça a été, c'est même l'expression du Colonial Office, en fait, du secrétariat aux affaires étrangères de l'Angleterre, hein, qui avait, avec le Colonial Office, une longue tradition de lecture de ce qui se passait dans les colonies. Alors donc, vous avez raison, les décisions que le Canada prend affectent le Canada comme elles affectent le Québec. Et la question, pour nous, indépendantistes, c'est de dire, nous n'acceptons pas jamais de nous placer et de nous laisser définir comme minoritaires. Donc, tant que nous sommes malrévimes, nous sommes victimes de ces exactions-là parce que nous ne pouvons pas faire valoir les intérêts que nous avons à exercer. Mais si le Canada, au terme d'une campagne électorale, refait son programme d'assurance emploi, là, ils vont nous l'imposer aussi.
Que ce soit bon ou mauvais, la question, c'est justement que notre liberté ne s'exerce pas. Bonjour, mon nom est Suzy Giroux. J'aimerais simplement vous demander où on va trouver ces courageux-là, puisque la classe politique suit aussi le baby-boom. Alors, les gens commencent à être vieux et avec la vieillesse ou l'âge, on a plus de peur. Les gens ont bien peur à leur chèque de pension de vieillesse. Ça, c'est un argument que le fédéral nous assaisonne. Donc, où sont les gens avec des couilles? Dites-le-moi. Écoutez, il y en a à peu près la moitié. L'autre moitié n'en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de courage. Non, essentiellement, il faut bien comprendre qu'en dépit de tous ces arguments de peur, la vérité, c'est qu'il y a de plus en plus d'indépendantistes. Vous avez raison, il y a une disparité de plus en plus grande entre le discours plus ou moins déconnecté d'une élite politique et la réalité de la population. Mais des courageux, il y en a partout dans le peuple québécois. Là, il faut faire attention à, justement, ce travers terrible qui accompagne le consentement à la minorisation, qui est le mépris de soi, qui est l'autodénigrement. Okay? Quand Philippe Couillard traite le peuple d'assisté ingrat, il est en plein dans le cœur de la mécanique d'autodénigrement, de mépris de soi. Les Québécois ne sont pas dupes de ça. Ça va prendre un certain temps avant qu'on recompose les forces et qu'on recompose ce discours. Mais ça va se faire. L'idée de dire que l'indépendance est un mouvement essentiellement de vénération, c'est une lecture que nous proposent nos adversaires. Pourquoi? Parce que, historiquement, même quand nous étions dans une situation aussi défavorable, l'indépendance était là comme force, c'est une aspiration fondamentale, parce que, justement, nous sommes un peuple, et que cette réalité-là n'a pas trouvé son dénouement dans le plein exercice de l'autodétermination, mais il n'y a pas de raison de penser que les difficultés de conjoncture atteignent cette réalité-là qui, elle, est existentielle. Nous sommes un peuple, et un peuple aspire à se gouverner lui-même. Et ça va trouver son chemin quand les alignements seront clairs entre la pleine conscience des intérêts nationaux de ce peuple et les moyens d'action qui sont à sa disposition. C'est vrai, ça va demander des efforts. C'est vrai, il va falloir se battre. C'est vrai, il va falloir donner quelques taillots. C'est vrai, on va en recevoir. C'est vrai qu'ils vont nous crier des noms. C'est vrai qu'ils vont nous injurier. Tout ça est tout vrai. Le mouvement de l'histoire, c'est que ce qui fait avancer une nation, c'est l'exercice des moyens d'action pour réaliser des aspirations conformes à ses intérêts. Tant que les Québécois vont avoir des aspirations et tant qu'ils ont des intérêts, le mouvement et l'aspiration à l'indépendance ne disparaîtront pas. Mais nous travaillons à l'échelle de l'histoire. Ça peut être long, ça peut être même assez ingrat sur le plan biographique, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à l'échelle historique, nous sommes dans une période qui est relativement. Ça va mal depuis une vingtaine d'années. On a perdu l'initiative, on est en train de la reconstruire. La Pologne a disparu 5 fois de la carte. On a intérêt des fois à s'inspirer du combat des autres. Merci. J'ajouterais peut-être un petit mot. C'est rapide. Pour répondre à la question, je pense que ce qu'il faut comprendre un peu de la philosophie qui transparaît de cette conférence-ci, c'est l'importance de l'utilisation de l'État. Des fois, on a tendance à se dissocier en tant que société civile de l'instrument qui est à notre portée, qui est l'État. Et c'est encore lui aujourd'hui qui est efficace pour atteindre nos fins. Alors, quelle est l'action, quelle est la manière d'atteindre l'État en tant que citoyen? Je crois que c'est encore par les partis politiques dans la conjoncture actuelle. Et malheureusement,
le militantisme a eu la vie dure, surtout au Parti québécois depuis 20 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Il faut combattre à l'intérieur des structures, que je parle du Parti québécois, mais c'est la même chose auprès de Québec solidaire ou de Option nationale ou peu importe. Les militants doivent refuser le rôle qui leur a été donné de créer des slogans et doit se réapproprier sa structure pour atteindre l'État et faire pression auprès des élites et modifier son élite. Et je crois qu'effectivement, une course à la chefferie, c'est possiblement un des moments pour faire ça, mais ce n'est pas l'unique moment. C'est une guerre perpétuelle à l'intérieur de nos structures. Mais il ne faut jamais perdre de vue que oui, la société civile peut faire des manifestations, des pétitions et tout, mais c'est par l'État que les décisions se prennent encore aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut agir en tant que citoyen. Si tu permets. Tu as parfaitement raison de le rappeler. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Du point de vue des inconditionnels du Canada, casser l'État du Québec, c'est casser la capacité de réaliser les aspirations nationales. La contradiction qu'il y a dans le discours des austéritaires qui règnent à Québec, c'est que le procès qu'ils font de l'État, ce n'est que le procès de l'État québécois. Hein? Ils ne font jamais le procès de l'État canadien, hein? Jamais. Il y a un État de trop, c'est le nôtre, ça adopte en raisonnement. Et ça, c'est important de bien comprendre que ce qui se joue là, bien au-delà des questions financières, c'est cette capacité d'utiliser l'État pour traduire et incarner nos intérêts nationaux. René Lévesque disait, l'État, il faut le prendre avec circonspection, mais ne jamais oublier que c'est le plus fort d'entre nous. Monsieur Leblanc, Mme Moulin, merci beaucoup. Des exemplaires là, des cahiers de lecture, qui est un magazine qui est complémentaire à notre travail. Servez-vous, vous les apportez, vous les offrez. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous y abonner parce qu'on n'a pas d'autre moyen de vivre que l'abonnement. Si vous aimez ça, dites-le à vos amis. Si vous n'aimez pas ça, dites-le nous, on va s'améliorer.